Bonjour à tous, on est toujours à Barcelone et c'est le dernier jour du salon pour nous puisque la plupart d'entre nous repartent ce soir. On a passé 3 jours sur le Mobile World Congress 2016 et je suis avec l'équipe mobilité. Il y a Romain, il y a Rémi et il y a Sofiane. Messieurs, la première question que je vais vous poser tout simplement c'est globalement cette édition 2016, qu'est-ce que vous en avez pensé? Cette année, il y a beaucoup d'annonces, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'annonces intéressantes. Il y a beaucoup de contenu. Après, on a quelques batailles de conception et d'idéologie sur les smartphones. Enfin, on y reviendra tout à l'heure, mais LG qui est en rupture, Samsung qui continue à faire ce qu'il sait faire et puis qui écoute un peu ses acheteurs, et puis Sony qui est dans une espèce d'inertie qui est la sienne. C'est un salon. Oui, il y aura beaucoup de smartphones en 2016. Après, il y en a très peu qui se dégagent. Alors pour moi, cette année, ce qui est le plus marquant en fait, c'est les grandes absences. L'absence des mondes connectés qu'on n'a pas vu, ou très très peu. La disparition quasi totale des tablettes Android. Je crois qu'il n'y en a pas eu une seule qui a été annoncée. Et après, globalement, on n'a pas forcément été trop déçus, je trouve, mais on n'a pas non plus été surpris. Il n'y a pas eu de grosses surprises. C'était attendu. On s'est pas ennuyé, mais on s'est pas éclaté. Moi, ce qui m'a marqué le plus sur ce salon, c'est le fait qu'on se soit très sérieusement ennuyé. Concrètement, en fait, on se rend compte que la plupart des constructeurs veulent se positionner sur le milieu de gamme parce qu'ils se rendent compte que sur le haut de gamme, il n'y a plus grand chose à faire contre Apple et Samsung. Et du coup, on a une flopée de téléphones entre un peu moins de 400 et 200 euros qui ne se démarquent pas spécialement. Et c'est très bien pour le prix, mais on s'ennuie un peu en tant que technophile. Justement, si on rentre un peu dans le vif du sujet, cette année, il y avait quand même une espèce de grosse bataille, peut-être marketing. C'était forcément les annonces du Galaxy S7 chez Samsung et du G5 chez LG. Il y avait 2 conférences quasiment en même temps. Enfin, c'était le dimanche. Vous, messieurs, est-ce qu'il y a un produit qui, pour vous, en tout cas sur le salon, sur l'effet que ça a fait sur le public, qui a plus marqué que l'autre entre Samsung et LG? Pour moi, ce sera Samsung, parce qu'ils ont fait quelque chose que je trouve très étrange pour une énorme boîte comme celle-ci, c'est d'écouter ses utilisateurs. Ils se sont légèrement plantés de direction avec le S6, où ils avaient retiré l'extension de mémoire par micro SD, ils avaient retiré l'étanchéité du GS5, c'est des choses qui avaient fait fonctionner le GS5 commercialement. Et là, donc, on a un retour de l'étanchéité et un retour de la micro SD sur une base qui est GS7, GS7 Edge, qui déjà était génial et auquel il manquait vraiment pour certains utilisateurs des trucs très très importants. Donc voilà, ils ont écouté leurs utilisateurs, on a hâte de tester ça, voir ce que ça vaut, surtout après la claque qu'on a pris un peu sur les Galaxy A, c'est-à-dire Samsung est capable de faire des milieux de gamme assez dingues, déjà en autonomie et puis en finition. Donc voilà, sur du haut de gamme, je pense que Samsung va cartonner cette année. Alors que oui, le G5 est très surprenant, mais en fait, le G5 s'était tellement montré indirectement depuis plusieurs semaines qu'en fait, on attendait vraiment quelque chose de plus intéressant au niveau des accessoires, en tout cas de mon point de vue. Je laisserai Rémi parler du G5 parce qu'il est très amoureux de ce téléphone. Alors je dirais pas que je suis amoureux du G5, mais je salue. J'ai des photos. Oui, c'est vrai. Je salue surtout en fait la prise de risque énorme de la volonté d'innover, de proposer quelque chose qui est complètement en rupture. Alors c'est peut-être pas la meilleure exécution qu'on ait vue, mais pourtant je trouve que ça prouve quand même qu'ils ont envie de faire quelque chose de différent. Et pour le coup, Samsung, ils vont vers la facilité, et, ça marche bien, mais c'est facile. LG, ils se sont peut-être mis des bâtons dans les roues, mais ils tentent. Alors, je suis pas sûr que ça va marcher, mais contrairement à mes collègues, moi je pense que le G6 modulable, ça va être une tuerie. Oui, je suis pas du tout d'accord. Donc je sais pas s'il y aura un G6 modulaire déjà. Le problème que j'ai moi avec ce téléphone, c'est déjà, alors on parle pas de la partie modulaire tout de suite parce que ça c'est vrai que c'est une bonne idée. Mais déjà quand j'ai découvert ce téléphone et que je l'ai pris en main, je me suis demandé si c'était un mock-up ou si c'était vraiment le téléphone annoncé. Pour un produit à près de 700 euros, j'ai trouvé la sensation en main vraiment pauvre.
Et ensuite, sur la partie modulaire, qui est certes une bonne idée, bon voilà, il faut tenter quelque chose, c'est de lancer un tel concept sans l'ouvrir à des accessoiristes tierces et nous dire que ça a nécessité 2 ans de développement pour deux modules dont l'utilité va être toute relative. Enfin, si l'idée en elle-même est bien, il n'y a pas de module qui va éblouir les foules et provoquer des scènes de liesse. Donc voilà, je suis un peu plus dubitatif. Rémi aime bien nous monter les uns contre les autres, dire qu'on est contre avec. Non, je suis d'accord avec Rémi sur la prise de risque. Pour le coup, c'est le produit innovant du salon, mais innovant dans l'absolu. Donc c'est quelque chose de complètement différent. Il n'y a pas de suivisme d'Apple sur une quelconque stratégie technique ou commerciale. C'est vraiment un contre-pied au reste du marché. Effectivement, c'est assez dingue d'avoir pris ce genre de risque aujourd'hui, mais en même temps, je pense que c'était primordial pour LG de se détacher avec quelque chose, même si concrètement les G3 et G4 je trouvais, se suffisaient largement pour créer leur propre engouement, et un G5, une version augmentée du G4 aurait été peut-être mieux accueilli. Voilà. Après, je pense que la déception elle vient surtout de ce que disait Sofiane, c'est-à-dire tout ça pour ça finalement. Donc 2 ans de développement pour arriver avec 2 modules, effectivement, qui sont un DAC audio et un grip qui rend l'ensemble pas très joli. Voilà, donc ce grip qui nous rappelle un peu les heures de gloire du Lumia 1020 de Nokia, qui avait aussi son grip qui lui était juste une petite coque et qui n'obligeait pas. Alors c'est vraiment ça le truc que j'aime pas avec le G5, c'est que quand on change son module, le téléphone s'éteint. Alors ça semble peut-être logique, c'est-à-dire que donc la batterie vient avec le pied du smartphone, sauf que pour un smartphone à 700 €, moi j'aurais attendu un peu plus de R&D, un peu plus de recherche, c'est-à-dire, je sais pas moi, je pense pas que ce soit faramineux de mettre, si on veut vraiment être dans la rupture, de mettre une toute petite batterie de 100 ou 200 mAh dans le smartphone, qui maintient le smartphone en charge. Je sais pas, le Always On, le fameux Always On qui nous montre, c'est-à-dire l'écran AMOLED qui reste allumé sur l'horloge, sur les notifs, voilà. Et qu'on puisse juste changer de module sans que le téléphone s'éteigne, qu'on évite de perdre une minute en manipulation qui, en 2016, sur un produit haut de gamme de ce type-là, et qui prend de tels risques, ne devrait pas exister, je trouve. Mais on espère qu'il y aura des modules vraiment sympas, mais le problème, c'est que LG n'a même pas ouvert sa plateforme. Donc il n'y a même pas d'accessoiristes qui vont pouvoir se lancer là-dedans. Donc c'est... voilà. Justement, on parle de LG, et LG, ils ont aussi annoncé, comme beaucoup de gens sur le salon, un casque de réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'était étonnamment, paradoxalement, au Mobile World Congress, c'était une grosse tendance cette année. Il y avait Oculus qui était présent, il y avait HTC avec son Vive qui était présent, et il y avait tous ces petits casques chez LG, chez Lenovo ou chez Alcatel, qui sont des casques d'entrée de gamme. Messieurs, la réalité virtuelle, vous, déjà ce que vous en avez essayé sur le salon, est-ce que ça vous a séduit? Je vais commencer par donner la parole à Rémi qui a beaucoup de choses à dire. Non, moi la VR, je trouve qu'il y a des choses intéressantes, mais il y a trop d'acteurs qui se lancent dessus n'importe comment. Et le problème en fait, c'est que ces gens-là vont tuer la techno. C'est-à-dire que demain, quelqu'un qui découvre la VR avec le casque de LG, pour ne pas le nommer, ils vont trouver ça moyen, voire nul. Après, c'est clair, hein, le HTC Vive, l'Oculus Rift, c'est des produits qui sont extraordinaires, qui sont plus chers. Mais voilà, je pense que la VR, c'est une techno qui sera chère. Et je pense qu'on ne peut pas faire de la VR d'entrée de gamme pour l'instant. La techno n'est pas prête pour ça. Et il ne faut pas en faire, pour moi. Ce qui est bien, Rémi, c'est que finalement, je pensais qu'on serait pas d'accord, mais on est assez d'accord. Pour moi, tous ces casques, ces pseudo-casques pas chers, sont sympathiques, mais c'est pas clairement pas ça qui va faire la promo de la VR. Alors qu'effectivement, si on veut la vraie VR, oui, il faut lâcher 600, 700, 800 € pour aller chez Oculus ou chez HTC. En tout cas, aujourd'hui, ça baissera forcément dans les années. Alors, je sais pas si vous avez un avis sur la question, mais Sofiane. Moi, je suis un peu plus partagé sur la VR parce que, alors. Oui, j'en ai acheté un déjà, mais... Oui, il faut dire que Sofiane a acheté un casque, donc il est il adore la techno. Autant je suis d'accord avec Rémi sur le fait que les casques d'entrée de gamme, ou les expériences en tout cas d'entrée de gamme, sont dangereuses pour la technologie en elle-même, parce que ça va inciter beaucoup de gens à ne plus jamais essayer. Mais je pense quand même qu'il y a un entre-deux qui est la solution de Samsung, donc Gear VR plus le Galaxy S6, S7. Alors effectivement, c'est pas vraiment une solution low cost, dans le sens où il faut déjà posséder un de ces téléphones qui n'est pas donné.
Mais au moins, une fois qu'on a le casque plus l'un de ces téléphones, l'expérience est quand même assez sympa et en tout cas d'un bien meilleur niveau que ce que font tous les autres constructeurs de smartphones. Mais ça n'équivaut toujours pas à un vrai Oculus ou à un Vive. Tu as un avis sur la question? Tu as un avis sur tout? Oui, rapide. Ok. Je trouve pas ça terrible. Voilà. Mais sauf effectivement une fois qu'on met de l'argent dedans et une fois qu'on s'extrait. Non mais le Vive est absolument dingue. Ils ont un système de reconnaissance qui est fou. Voilà, on sait pourquoi ça coûte $800. Voilà. On sait aussi pourquoi certains casques coûtent $90 et à partir de $90 on rentre sur du mobile et là on rentre dans un cercle qui n'est pas vertueux pour l'instant mais qui est vicieux, c'est-à-dire le contenu n'est pas terrible, le produit est pas top et tout ça se mord la queue comme ça pour l'instant. Donc il va peut-être y avoir une rupture avec des contenus géniaux parce que le roller coaster qui filme à l'Ocrane depuis 2 ans là, qui est dispo sur Cardboard, faut passer à autre chose, quoi. Peut-être rapidement, Sofiane, cette année, il y avait aussi quand même Windows 10 qui était assez présent. Il y a eu donc le MateBook chez Huawei, notamment que toi tu as été voir. Il y a Alcatel qui a annoncé aussi un hybride. Il y avait une nouveauté chez Lenovo. Toi, Windows 10, là, sur le salon, tu es plutôt satisfait de ce que tu as vu? Satisfait, pas vraiment. En fait, il n'y a pas grand-chose à en redire en fait, de Windows 10 sur le salon parce qu'effectivement, Huawei a un peu surpris son monde. On ne s'attendait pas à ce qu'il lance clairement un convertible 2 en 1. Donc après, le produit en lui-même a l'air sympa. Moi, j'ai joué un peu avec. Il n'y a rien à en redire. Il n'y a rien de mal à en redire. Sauf peut-être la tarification avec des prix qui commencent à peu près à l'équivalent de la Surface, avec les défauts de la Surface. C'est-à-dire le clavier a priori pas inclus. Donc le prix pique un peu. Mais sinon, le produit en lui-même a l'air vraiment pas mal. Et côté smartphone, là, c'est vraiment la bérésina de ce que j'ai vu en tout cas pour Microsoft. Parce qu'il y a à peu près 0 annonce. Il y a Acer qui nous a ressorti son Jade Primo qui aurait dû être dispo depuis un moment mais là il va finir par arriver en avril avec des packs Continuum à des prix assez dissuasifs pour le grand public mais qui devrait trouver preneur chez les pros. Mais pour le reste il n'y a vraiment pas grand chose sur Windows 10 mobile et un peu plus sur Windows 10 PC, mais ça c'est toi qui vas en parler. Windows 10, non, ça vous inspire quelque chose ou rapidos? C'est sûr que tu as un enthousiasme fou, là, je sens la venir. Non mais je trouve que ce que Sofiane dit est assez juste pour une fois, soulignons-le. Non mais en fait c'est vrai que Windows 10 a été lancé en tout cas sur mobile depuis quand même un moment maintenant, mais personne ne sort de smartphone Windows 10. Et qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Est-ce que... je veux dire, même Microsoft, qui a annoncé que cette année ce serait pas la folie en termes de sortie, si même Microsoft n'a pas l'air d'y croire tant que ça, je veux dire aujourd'hui, non mais aujourd'hui qui y croit à ce truc-là, qui croit encore à Windows 10, physiquement, oui, mobile bien sûr, mais c'est aujourd'hui on n'a pas de smartphone Windows 10 hormis ceux de chez Microsoft. Windows 10, j'ai l'impression que les produits sont génériques et donc on se retrouve un peu sur la transposition du PC sur les smartphones avec vraiment quelque chose de très opératique, très systématique. C'est vraiment, et c'est la volonté de Microsoft, c'est ça, c'est-à-dire que tout le monde pareil, tout le monde la même chose. Et donc du coup on choisit la forme, quoi. Donc et puis même la forme tourne toujours autour de. Mais par exemple même les 950 et 950 pixels de Microsoft, les Lumia, ils sont bien, mais ils se détachent même pas de la concurrence. Donc ça fait même pas du bien à Windows, ça fait même pas forcément du bien à la mobilité. C'est des bons smartphones, mais on se dit même pas ça y est, voilà, il y a un truc, là on va pouvoir tous y aller, on va pouvoir tous plonger dedans. C'est oui, Continuum, ouais, parlons-en de Continuum. C'est un mode plein écran de ce que je suis en train de faire sur mon smartphone. Pour l'instant, c'est pas ce que vend Microsoft en conférence de presse. C'est pas un PC dans un téléphone. C'est le rêve, il est là. Ça fait 4 ans que Microsoft le vend. Et on n'y est pas encore. On s'en approche, mais tous les ans on s'en approche. Sauf que en attendant, tous les autres rattrapent aussi ça. Donc c'est voilà. Continuum, c'est la grosse promesse de Windows 10 mobile. Mais va falloir mettre un peu d'huile dedans parce que faut que ça se concrétise. Alors pour terminer, messieurs, en 2 mots, on va finir de manière assez classique. Chacun un top, un flop du salon. Voilà, un produit bien, un produit pas bien. Alors en top, moi ce sera pas un smartphone, c'est le Xperia Agent de Sony, qui est un petit robot assistant.
hyper intrusif, c'est-à-dire qu'il te, il te donne des infos, il les projette au sol. C'est un truc qui est haut comme ça, qui ressemble un peu au personnage qui est avec Wall-E là dans le film de Pixar. Et voilà, c'est hyper mignon, ça marche bien. C'est juste un concept, mais ça marche déjà super bien. Et flop, j'ai pas de flop, j'ai une déception avec le G5. J'en attendais beaucoup et j'espère qu'avant la fin de l'année, LG me donnera tort en présentant des choses qui vont vraiment supporter et aider ce concept qui est dans l'absolu intéressant. Pour ma part, un top, c'est difficile, je trouve que rien ne se détache vraiment. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui ressort pleinement de ce truc-là. Donc, pour les aider un petit peu, quand même, moi, je vais dire le G5 en top. Parce que je trouve, encore une fois, j'insiste, la prise de risque, c'est bien. Merci. Merci l'innovation, merci la vie, merci LG pour ça. Bon courage surtout. Mais ouais. Et en flop, l'absence de monde connecté. Alors c'est un flop ou pas, hein, parce que finalement, qu'il n'y en ait pas, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose qui pour l'instant peut exister en l'état et qu'on n'a pas encore trouvé ce qu'il fallait pour que ça existe? Mais pour moi, c'est quand même le gros flop de l'année, quoi. Moi, je vais rester classique parce que je pense comme Rémi qu'il n'y a pas eu énormément de surprises dans ce salon. Et finalement, pour ce qui est du top, c'est évident, mais c'est Samsung parce que le Galaxy S7 fait coche correctement toutes les petites cases qu'il faut pour un haut de gamme sans en oublier aucune. Donc on attendait ça depuis quelques temps finalement et ça venait pas. Donc là, c'est l'année visiblement où ils ont enfin tout bon pour justifier un prix toujours assez élevé. Donc ça, ce sera, on va dire, mon top. Mon flop, j'hésite en fait, pas vraiment un flop, mais des déceptions entre Sony, LG et HTC. Déjà, mais déjà, c'est que des grands noms en fait, en espèce de perdition, qui n'ont jamais su répondre à la fois au challenge du duo Apple-Samsung et des constructeurs chinois par le bas, et qu'on voit depuis plusieurs éditions maintenant du salon et tout au long de l'année vivoter. Ils ne savent pas trop où se placer. L'incarnation ultime de cette ligne, c'est un peu Sony qui, même avec ses gammes, même nous en tant que spécialistes, on ne comprend plus vraiment entre les lettres, les différentes gammes, on ne comprend plus rien. Donc je n'ose même pas imaginer le grand public. Donc HTC qui revient vers du milieu de gamme avec des annonces vraiment sans saveur. On peut proposer du milieu de gamme, ok, c'est ce qui fait vendre, mais on peut essayer aussi de les rendre un peu sexy pour je sais pas, appâter le chaland, quoi, c'est pas interdit. Mais et LG, moi, vraiment pour le G5, j'en attendais beaucoup. Et pour l'instant, je suis absolument pas convaincu. Enfin, je suis pas le spécialiste mobile chez les NUM, donc en fait, en top et en flop, je vais mettre la VR pour les deux, parce que j'ai eu l'occasion donc d'essayer le Vive comme Romain et encore une fois, ce que j'ai vu était assez bluffant. Puis essayer la caméra donc frontale qui permet de visualiser le monde réel, mais avec une sorte d'effet Matrix assez flippant, assez anxiogène, mais qui marche quand même très bien. Et surtout, j'ai essayé les Oculus Touch pour la première fois, donc les contrôleurs les motion controllers d'Oculus, qui sont incroyables. L'article n'est pas encore paru sur les numériques, mais franchement, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. En flop, je vais me répéter, mais je vais donc aussi la VR, je me répète parce que voilà, tous ces pseudo-casques un peu cheap qui desservent la VR plus qu'autre chose, pour moi, c'est pas c'est une mauvaise idée. Voilà. Donc voilà, merci messieurs pour ce bilan. Nous, on va essayer de profiter un peu du soleil ou pas, on va essayer de se reposer, on va profiter des dernières heures qui nous restent sur le salon et on vous dit à très bientôt.